Christelle m'a demandé un peu de planter le décor de la situation. Et j'ai eu comme idée, ouais, je prends une arme importante, ça s'appelle le mouchoir. Et après, et j'ai comme suggestion de partager avec vous mes inquiétudes sur les inquiétudes des chercheurs sur la Méditerranée. Donc, notre planète est couverte aux 3/4 de sa surface par l'océan, ce qui fait qu'on ne l'appelle pas la planète bleue. Cet océan, moi je vous pose des bases, puis après on discutera. Cet océan est un extraordinaire régulateur du climat, pour plein de raisons, mais que je ne vais pas pouvoir détailler parce que j'ai qu'une vingtaine de minutes, mais en particulier parce qu'il absorbe 30%, entre 25 et 30%, c'est réévalué en permanence, du gaz carbonique en excès émis par l'humanité. Et il absorbe aussi 93% de l'énergie en excès émise par l'humanité. 93%, c'est-à-dire que tout ce que l'on met en excès dans l'atmosphère, en fait, pour comprendre comment ça marche, si vous chauffez un caillou, il va refroidir très vite. Si vous chauffez 1 litre d'eau, il va mettre beaucoup plus de temps à refroidir que le caillou. C'est ce qu'on appelle, nous, en physique, les physiciens appellent ça la capacité calorifique d'un corps. La vitesse à laquelle il chauffe et il stocke cette chaleur, l'eau a une très forte capacité calorifique. Donc, l'eau, elle va garder cette température et cet excès de chaleur. Et donc, en ce moment, on a un océan qui est en train d'encaisser une partie extrêmement importante de l'énergie en excès que l'on met dans l'atmosphère. Et donc, cette énergie, effectivement, actuellement, ça chauffe. Et je vais poser ma première question. Est-ce que pour tout le monde, l'effet de serre est quelque chose de clair? Il suffit qu'il y ait une personne qui me dise non, c'est pas clair pour moi, j'ai pas trop compris le concept, et je le réexplique. Bon, merci. Voilà. J'aime bien parce que vous savez, après, je peux poser la question à votre avis, c'est quoi l'effet de serre? Et quand même, on a fait le tour de France en train et on a eu 80% la réponse, c'est le trou d'ozone. Alors, ça n'a rien à voir. Voilà, donc l'effet de serre. Les rayons solaires que vous voyez là, alors j'ai peut-être une souris qui va... Là, vous voyez quand j'utilise la souris ou pas? Non, bon, ça marche pas. Et comme j'ai pas de bioup, mais c'est pas grave. Vous voyez bien, hein, là, sur cette image, les rayons solaires. Il y a toujours des gens qui savent. Voilà. Ah, ben voilà, ça marche. Merci, super. Oh, merci. Bon, je vais me débrouiller avec ça, merci. Les rayons solaires, donc ils arrivent. Ici, vous avez l'atmosphère. Ici, vous avez un petit village qui représente ce que nous sommes. Et puis, vous avez les rayons solaires qui vont pénétrer à travers l'atmosphère. Alors déjà, ces rayons solaires, on a 30% envoyés vers l'espace, 20% absorbés par l'atmosphère et 50% qui arrivent au sol. Ça chauffe quand même pas mal. Mais une fois que le rayon solaire n'éclaire plus, c'est-à-dire la nuit en particulier. Vous ressentez, à Toulouse en particulier, les briques ont pris de la chaleur et elles le renvoient. Vous sentez que la route renvoie de la chaleur. Cette chaleur, vous la sentez, mais vous ne la voyez pas. Ce sont des rayons infrarouges. Et ces rayons infrarouges émis par le sol chauffé, 95% sont retenus par l'atmosphère. 95% sont renvoyés. En fait, cette atmosphère nous protège d'un renvoi total des rayons solaires qui repartirait à travers l'atmosphère. Bon, il y en aurait un peu qui serait absorbé. Bon, et finalement, au bout du compte, il n'y a que très peu qui repart vers l'espace. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi justement l'atmosphère est représentée ici comme une paroi? Ça signifie qu'on est protégé de grand froid, et on va y venir tout de suite. Alors, parce que je passe à la diapositive suivante, l'effet de serre, c'est quelque chose déjà de naturel. Et il faut bien avoir ça en tête, c'est que si on n'était pas englobé comme un cocon par l'atmosphère, la vie serait inhabitable sur Terre, car sans effet de serre naturel, c'est-à-dire sans la vapeur d'eau, c'est la vapeur d'eau le premier gaz à effet de serre. Je n'ai pas fait le quiz où tout le monde me répond c'est le CO2. Non, c'est la vapeur d'eau le premier gaz à effet de serre. Elle est très abondante sur Terre. La Terre est un cocon dans lequel la vie a pu se développer
parce que l'eau existe sous forme de vapeur sur Terre, c'est-à-dire que on le dit, hein, il y a les 3 états de l'eau, la glace, la vapeur et puis le liquide. Elle existe et c'est sa distance par rapport au Soleil qui permet ça. Donc tout ça, c'est un équilibre extrêmement fin. Mais donc, c'est cette vapeur d'eau qui nous protège et l'effet de serre est naturel. Alors, on comprend après pourquoi, je vais vous dire, la molécule d'eau H2O, vous avez O, H2, eh bien, CO2, vous avez O et les deux C, vous avez le carbone et les 2 oxygènes. Eh bien, ces molécules à petits pieds, là, comme la molécule d'eau et la molécule de CO2, elles ont cette propriété de renvoyer les rayons infrarouges. C'est une question après de physique, c'est important. Donc, on a la vapeur d'eau, et on a aussi le gaz carbonique, on a aussi le méthane, on a quelques gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui jouent ce rôle. Donc, si on ne perturbe pas, en gros, la température moyenne sur Terre, c'est 15 degrés. Sans vapeur d'eau, ça serait moins 18. C'est vraiment très important d'avoir ça en tête parce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le climat se réchauffe? C'est qu'on envoie en excès le gaz carbonique, le méthane, etc., qui sont eux aussi des gaz à effet de serre, mais et donc on perturbe par rapport au mécanisme naturel. Et pour illustrer ça, je vous propose de regarder ensemble la... J'ai perdu ma petite souris. Oh, je vais peut-être finir par demander le pointeur. Vous avez ici 800 000 ans. Vous avez ici aujourd'hui. Vous avez ici les concentrations de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et où est-ce que cette courbe elle a été établie? Par la mesure de ces concentrations de gaz carbonique dans des carottes de glace. Alors, une carotte de glace, c'est un cylindre, comme celui qui est coloré, là, qui est la gourde de Christelle. C'est un cylindre qu'on va extraire dans l'Antarctique ou dans la Groenland. Mais enfin, là, celui-là, pour aller jusqu'à 800 000 ans, il vaut mieux aller dans l'Antarctique pour aller très profond. Et dans ce cylindre, vous allez avoir des petites bulles qui piègent la concentration, la composition de l'atmosphère au cours du temps. Donc, à 1 mètre de profondeur, vous aurez la composition de l'atmosphère à 30 000 ans, à 40 000 ans, à 100 000 ans, à 200 000 ans, etc. Et ce que vous voyez, oui, finalement, je craque. Merci. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on a, merci beaucoup, on a une concentration de gaz carbonique qui a changé sur un rythme de l'ordre de 100 000 ans à peu près, depuis 800 000 ans, avec des valeurs qui sont ici à 250, 260, en tout cas pas plus de 280, et des valeurs plus faibles. Et en fait, ça correspond en gros aux épisodes de variation de notre climat sur 800 000 ans, avec des épisodes chauds, des épisodes froids, des épisodes chauds, etc. Il n'y a pas une relation de causalité directe entre la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère et la température, mais les deux sont corrélés. Et en 1850, donc juste comme les climatologues prennent toujours cette référence en particulier pour dire les 2 degrés à la fin de ce siècle, vous savez que les 2 degrés à la fin de ce siècle des accords de Paris, ou les 1,5 degrés à la fin de ce siècle, c'est par rapport à 1850, d'accord? C'est par rapport à la température de 1850. En 1850, la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère était pas plus élevée que ce qu'elle avait été sur 800 000 ans, à 280 parties par million. Eh bien, en 2021, en 2022, elle est à 420 parties par million. L'accélération de cette concentration est considérable par rapport à tout ce que la Terre a vécu dans le passé. Oui, il y a eu des variations, parce que les climato-sceptiques nous embêtent avec ça, mais ces variations sont considérablement plus rapides que jamais. Alors, vous avez ici Néandertal et Homo sapiens, 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 qui n'en sait plus d'être sapiens. Et on a ensuite les courbes de la projection. Alors là, maintenant, on est en 80 et puis 2100. Donc ça, ce n'est pas des choses que l'on mesure, alors que la précédente diapositive, c'est des choses qu'on mesurait. De 80 à 2020, vous avez les simulations des émissions de gaz carbonique en fonction du temps, cette fois-ci, et en fonction de scénarios. Donc des scénarios de type tout le monde se met autour. Qu'est-ce que c'est qu'un scénario, hein? C'est tout le monde, les économistes, les géographes, agronomes et, mettons, sociologues, et puis peut-être même quelques climatologues se mettent autour de la table et on décide de scénarios de développement se basant, comme aujourd'hui, énormément sur les énergies fossiles. Ça conduirait notre système à voir des augmentations de température de l'ordre de 5 degrés à la fin de ce siècle. 5 degrés par rapport à 1850.
Et si on respecte les accords de Paris, les premiers de 2 degrés, puis les deuxièmes qui sont venus derrière à 1,5 degré, ça veut dire qu'on rentre dans un scénario beaucoup plus sobre. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. On vient d'en parler pour votre université, mais on devient tous très, très sobres. Et même, on doit soustraire du CO2 à l'atmosphère, sinon on n'y arrive pas. Et évidemment, pour 1,5 degré, c'est encore plus fort. Alors, si on ne fait rien par rapport à ces enjeux, quels sont les effets à attendre? Et c'est là que je propose d'aller faire un tour, en particulier en Méditerranée. Mais d'abord, je vais vous donner qu'est-ce qui est écrit dans le dernier rapport du GIEC et qu'est-ce qui est écrit depuis longtemps dans les rapports du GIEC. Si on ne fait rien, les modèles disent qu'on aura des chaleurs extrêmes plus fréquentes, plus intenses. Je fais référence à l'été dernier. On aura des fortes précipitations plus fréquentes, plus intenses. Les inondations de l'année dernière en Belgique et en Allemagne, les inondations cette année au Pakistan, les inondations régulièrement, toujours quelque part dans le monde. On aura des sécheresses, augmentation dans certaines régions. On les voit déjà. On aura la France cet été, mais l'Europe d'une manière générale. On aura des conditions météorologiques propices aux incendies. Je passe sur les méga-feux qu'expérimentent l'Australie, la Californie et même jusqu'aux forêts des Landes cette année. Et l'océan, on va en parler un peu plus précisément avec la Méditerranée. Mais en gros, il est menacé de réchauffement, puisque c'est un absorbeur de chaleur, acidification, on verra pourquoi, et perte d'oxygène, on va voir aussi pourquoi. Alors, la première des conséquences du réchauffement climatique, c'est que les glaces fondent. Les glaces, vous avez ici des photos du glacier Rhône dans les Alpes suisses en 1900, en 2008. Vous avez des photos du Groenland aussi. Alors, donc ça montre bien que les glaces continentales reculent. Les glaces continentales, ça n'est pas la banquise. La banquise, c'est un glaçon qu'on met dans un verre d'eau et qui fond. Donc, les climato-sceptiques, quand ils parlent de la banquise, mais ça ne va pas monter le niveau de la mer, parce que, effectivement, la banquise, ça ne fera pas monter le niveau de la mer. Par contre, toute la glace qui est stockée sur Terre et qui fond actuellement à cause du réchauffement climatique, si tout le Groenland fond, ça augmentera le niveau de la mer de 7 mètres. Et si la péninsule antarctique fond dans sa totalité, c'est plus 5 mètres. Et l'Antarctique, dans cette région, c'est plus 55 mètres de montée du niveau de la mer. Alors, est-ce qu'on enregistre ce niveau de la mer qui monte? Vous avez ici la courbe de l'élévation du niveau de la mer au siècle dernier, au XXe siècle. Elle est montée de 17 cm en un siècle. Et on ne le faisait pas avec des satellites, on faisait cette mesure avec des marégraphes. C'est pour ça qu'il y a un bruit assez fort sur la mesure, mais elle a été de 17 cm en un siècle, 1,7 mm par an. C'est depuis le début de ce siècle. Donc ça, c'était au 20e. 3,4 mm par an depuis 1993. Une accélération considérable. Et c'est mesuré au centre. Alors, la hauteur du niveau de la mer, elle est toujours mesurée avec des marégraphes. Je pourrais vous expliquer dans les questions ce que c'est. Mais elle est aussi mesurée avec des satellites. Et c'est une des spécialités du LEGOS de mon laboratoire à Toulouse, de mesurer le niveau de la mer très, très précisément. Et les causes, 50%. Alors, je vous ai dit que la neige, la glace stockée dans les continents fondait. Ça contribue à la montée du niveau de la mer, mais aussi la dilatation des eaux, parce qu'elles sont plus chaudes, elles prennent plus de place. Ça explique la moitié de la montée du niveau de la mer. Donc, ensuite, on a, pardon, et alors, évidemment, comme pour la prévision avec les scénarios pessimiste, si on ne fait rien avec une très forte augmentation de la température à la fin de ce siècle, on peut prévoir des montées du niveau de la mer en 2100. Là, vous avez la mesure jusqu'à aujourd'hui, puis là, vous avez la projection jusqu'à 2100. Et on sait que même si on arrête tout, le niveau de la mer aura monté de 40 cm à la fin de ce siècle. C'est quelque chose qui se vérifie régulièrement. Toutes ces évaluations ont forcément des barres d'erreur, mais celle-là, elle est de plus en plus précise. Donc, les 40 cm, on va difficilement y échapper. Et puis, ça peut monter. La barre d'erreur est surtout, elle n'est pas vers le bas, elle est plutôt vers le haut. Ça dépend comment va réagir l'Antarctique justement à ce réchauffement climatique. Mais si l'Antarctique fond plus que prévu, on peut aller jusqu'à 2 mètres de montée du niveau de la mer. On va faire notre petit focus sur la Méditerranée. J'aime beaucoup cette photo
satellite de la température de la Méditerranée, où vous voyez les eaux plus froides au nord en bleu, on n'est pas très originaux, et les eaux plus chaudes dans les zones sud en rouge. C'est ici et là, j'attire votre attention sur, dans une situation normale, les températures de l'eau moyenne, c'est 13, 14, ça c'était plutôt en hiver, et on va venir à l'été où elles sont, on va venir tout de suite à l'été, parce que je vais vous montrer cette image. Cette image, cet été, on a eu tous très chaud. J'imagine, je ne sais pas si vous êtes resté à Toulouse, moi je me suis réfugiée en Bretagne, c'est un peu meilleur, mais même en Bretagne Nord, il faisait chaud. Et on a eu tous très chaud, et la Méditerranée a eu hyper chaud. Elle a eu hyper chaud puisque les températures, c'est ce qu'elle a subi une vague de chaleur, c'est-à-dire une canicule marine, ce qui en fait comme des incendies sous-marins. Et c'est sur ça que je vais essayer d'illustrer à quel point ce réchauffement climatique l'humanité nous met en danger. Ici, c'est la représentation des anomalies de température de surface en Méditerranée par rapport à leur moyenne du mois de juillet, juin. Le 19 juin, la température ici était plus de 6 degrés plus forte que la moyenne. C'est-à-dire qu'on a chauffé la mer, ça a chauffé en surface à 6 degrés de plus. Cette courbe est un petit peu compliquée à détailler, mais elle est intéressante parce que elle représente, en fait, une canicule, c'est un chauffage et en même temps une durée. Et la durée, actuellement, c'est de l'ordre de 15 jours. Mais dans le scénario dit du laisser-faire, c'est-à-dire en 2050 seulement, là, on ne parle même plus de la fin du siècle, on parle dans 28 ans. Elle peut rester 4 mois plus longue et elles peuvent être de 4 mois plus longues et 4 fois plus intenses. Et donc, ça, c'est vraiment important. Il y a une composition entre le temps et leur intensité. Donc là, vous avez les intensités moyennes de ces vagues de chaleur. Les petites billes vertes, c'est ce que l'on prévoit avec forte réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et les rouges, c'est avec les scénarios au contraire du pire. Et vous voyez qu'on monte sur des durées qui sont des extensions et des durées qui sont beaucoup plus longues, des intensités qui sont plus longues, et en plus sont reportées en bleu les canicules observées de 2017, 2012, 2003, 2004. C'est-à-dire qu'en fait, les modèles sont vérifiés par des données. Ici, celle de 2022 est en cours de traitement et de report, donc je ne l'ai pas. Donc j'ai dit que le niveau de la mer montait. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement que le niveau de la mer soit 1 mètre plus haut pour le golfe du Lion, qu'ici à Toulouse, on connaît très bien, c'est l'Occitanie. D'une manière générale, les côtes de la Méditerranée. Vous voyez très bien que les côtes les plus rocheuses sont impactées, mais beaucoup moins, et que la côte du golfe du Lion, qui est particulièrement riche en lagunes et en sable et très plate, eh bien, la Camargue disparaît, les étangs de Thau, etc., de Barcarès disparaissent et le niveau de la mer recule. C'est des simulations que je vous ai montrées, c'est le BRGM, mais ils sont d'accord avec la NASA. Et j'ai ici une modélisation d'une tempête qui a eu lieu en 82, accompagnée d'une élévation du niveau marin de 35 cm. La mer est en marron, c'est l'étang de Thau, ça c'est la banlieue sud de Montpellier en fait, et toute la zone très habitée en fait qu'on a dans cette région. Et vous voyez en fait qu'avec cette simulation, la mer pénètre très clairement dans les jardins et dans les territoires habités en fait de cette zone. Ça pose évidemment d'énormes problèmes économiques, sociologiques, humains, parce qu'il va très probablement falloir expliquer aux gens qu'il faut qu'ils changent, enfin qu'ils reculent. Que veut dire acidification pour l'eau de mer? Je ne sais pas si vous avez des notions de chimie, mais en gros, l'eau que j'ai dans ce verre, elle est à un pH de 6, 7 à peu près, l'eau naturelle, on va dire un pH 7. C'est-à-dire, le pH, c'est l'échelle avec laquelle on mesure l'acidité. Quand c'est neutre, comme le sang, le lait, l'eau minérale, qui est représentée ici, on va avoir des valeurs de 6 à 7. Des produits que vous connaissez très bien, comme la soude, qui est très basique, elle a un pH de 14, et l'acide chlorhydrique a un pH au contraire très acide. Et le coca, au passage, c'est un pH, c'est vraiment dégueulasse le coca, c'est un pH très bas. Et le vin, quand même, un pH 4. Bon, une fois que j'ai fait balayer quelques pH, c'est un peu meilleur, mais c'est un pH 4. Ah ben c'est moins acide. Ah non, mais le coca, c'est très bien pour nettoyer les cuivres, il n'y a pas de problème.
Alors, l'eau de mer, elle a un pH légèrement basique, ce qu'on appelle basique. Et donc, elle n'est pas acide. Et donc, son acidification, ça ne veut pas dire que demain, on baigne dans de l'HCl, mais quand même. Elle est légèrement basique et son acidité a augmenté de 30% déjà depuis 1850. C'est beaucoup. C'est beaucoup dans certaines régions. Et quelles conséquences ça peut avoir? Eh bien, la première conséquence, c'est que l'eau de mer est habitée par beaucoup d'organismes calcaires. Les petites algues qui sont représentées ici, ça, c'est des algues. C'est-à-dire, les algues, elles ont évidemment une cellule qui fixe la lumière pour la transformer en sucre et aliment. Et donc, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse, et c'est le vert. Mais dans l'océan, la plupart d'entre elles sont couvertes d'une petite coquille qu'elles se fabriquent, elles se protègent avec ça. Et cette coquille est calcaire. Ça, c'est des photos au microscope électronique à balayage. Et ça, c'est des algues en situation normale. Eh bien, ce sont les mêmes si on a 580 à 720 parties par million. Je signale qu'on est passé, on est à 420 et qu'on continue à émettre du gaz carbonique. Et vous voyez que ces algues n'arrivent plus à développer, c'est des expériences qui ont été faites en milieu naturel, d'un petit squelette de protection. Pour vous donner une idée, ces petites algues-là sont à l'origine des falaises de Douvres et de Calais. C'est-à-dire que quand la mer était chaude et elle était dans le bassin parisien et qu'il y avait une grande transgression, ces algues se sont développées en abondance et elles fabriquent des grandes falaises de craie. Elles sont très, très importantes, ces algues, et elles sont évidemment au départ de la chaîne trophique. Donc, ça met en danger les organismes calcaires. On a des organismes beaucoup plus familiers, les moules et les huîtres, qui ont déjà les huîtres, les ostréiculteurs observent un ralentissement du développement des huîtres, voire des effondrements de reproduction d'huîtres dans les eaux les plus acides de l'océan, c'est celles qui se situent au large de la Californie et de l'Oregon. Et on voit justement des millions de bébés huîtres qui, une fois plongés dans la mer, mouraient les uns après les autres. En fait, ça a compté des millions de dollars. Et en fait, c'est parce que leur première calcification, qui se fait tout de suite quand ils vont dans l'eau dans les premières 48 heures, ils n'arrivaient pas à la faire. Donc, il a fallu que les ostréiculteurs mettent du calcaire dans l'eau pour réussir à rétablir le pH de l'eau de mer. Et puis je finis, puisqu'on a parlé biodiversité aussi, moi je focalise sur la biodiversité marine parce qu'elle est moins visible, mais une vague de chaleur, comme celle qu'on vient de vivre en Méditerranée, plus de 90% des gorgones rouges a été touchée par une mortalité quasi totale entre 10 et 30 mètres de profondeur. La gorgone, elle est endémique de la Méditerranée. On a aussi les posidonies, qui sont des herbiers, qui sont totalement impactés par les vagues de chaleur, comme on voit ici, par exemple. Et donc, c'est un problème. Et l'autre chose, c'est qu'on assiste à une tropicalisation de la Méditerranée. Au moins 900 espèces non indigènes se développent en Méditerranée. Les méduses, qui sont très belles, mais qui piquent. Là, c'est des méduses mortes, ces cailloux-là. Le poisson-lion, je vous en cite que quelques-uns, hein. Vorace, piquant, le poisson qui est un cousin du fugu au Japon, avec celui qui a le foie, qui est très très empoisonné, qui est arrivé aussi. Vous avez, et le crabe bleu qui a atteint les embouchures d'un certain nombre de fleuves où les pêcheurs se nourrissaient et pêchaient les anguilles. Et comme les crabes bleus mangent les anguilles, maintenant, les pêcheurs ils doivent basculer leur économie. C'est vrai en Tunisie, mais c'est vrai aussi dans l'Hérault. Ils sont envahis par le crabe. Comment ces espèces arrivent-elles? Par le canal de Suez. Elles rentrent par là, et comme elles se trouvent très bien, eh bien, elles se propagent, et ce sera ma dernière image. On voit bien, ici, c'est un inventaire donc d'un certain nombre de ces espèces emblématiques qui arrivent par là, et puis qui sont déjà très, très abondantes dans la Méditerranée orientale, et qui, vous avez les courants marins ici principaux, vous verrez que très, très vite, donc on voit ici le crabe bleu qui a commencé à atteindre nos côtes, mais on va les trouver aussi, on va en trouver beaucoup. Et une dernière chose, les coraux sont menacés par le réchauffement. Ils sont calcaires, ils sont menacés par l'acidification et ils sont aussi menacés par la montée du niveau de la mer, parce que si le niveau de la mer monte, la lumière pénètre moins. Donc, la lumière de l'algue qui est associée à l'animal qui fabrique le corail, eh bien,
s'il y a la moindre lumière, elle se développera moins. Donc, les coraux sont particulièrement, triplement menacés. Voilà. Après, j'ouvre le débat sur les réfugiés climatiques, tout ce qui est prévu. Et la question, c'est, voilà. Et alors, on en reste là? Non, puisqu'on fait ça. Voilà. J'ai déjà dépassé mon temps.